Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, donc on reçoit Bertrand du site revenus-et-dividendes.com. Donc Bertrand a 50 ans, est rentier avec les dividendes de la bourse depuis 2016 et il a commencé, donc comme beaucoup de monde, à investir de manière classique en essayant d'avoir des plus-values sur les actions. Et il a découvert en 2012 donc les dividendes. Donc bonjour Bertrand. Bonjour Thomas. Donc voilà, c'était une brève introduction sur toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ton parcours depuis le moment où tu as commencé à investir et comment tu en es arrivé là? Donc est-ce que tu es passé par l'entrepreneuriat, le salariat et voilà, nous raconter un petit peu ton parcours. D'accord. Bah écoute, d'abord merci de m'avoir invité dans ton Avec nouveau plaisir. podcast. Ça fait toujours plaisir. Je sais que tu as lu mon livre, donc tu connais un Je petit suis peu. un grand fan. Merci. Alors pour me présenter en quelques mots, ben voilà, donc oui, effectivement, j'ai 50 ans, je suis papa de trois filles. Je suis à la fois rentier, mais aussi auteur, puisque j'ai écrit un livre sur les dividendes qui s'appelle Gagner en bourse grâce aux dividendes. Je suis formateur, blogueur, puisque je partage ma passion sur mon site. Donc voilà un petit peu globalement pour me présenter. Alors comment je suis arrivé aux dividendes et quel est mon parcours un petit peu. Bah globalement en fait moi je suis j'ai commencé dans le salariat un petit peu comme tout le monde et rapidement j'ai basculé dans l'entrepreneuriat si je puis dire puisque j'ai T'es resté combien de temps dans le salariat du coup? À partir du moment où tu as commencé. Au départ, je suis resté 5 ans. Après, j'ai monté ma première boîte. À peu près 5 ans. Donc oui, au départ, plutôt 5 ans. Et donc j'ai monté ma première boîte en 99. J'étais dans, on va dire, les premiers startups françaises. Voilà. Et en fait, on a revendu la société en 2000. Je me souviens plus. 2005-6, je crois. Et puis j'ai refait une petite incursion dans le salariat chez Air France. Et après, j'ai recréé une deuxième société parce que clairement le salariat c'est pas ce qui me va. Donc voilà. Et en fait, en 2007, oui, j'ai recréé une autre société. Et écoute, ça allait bien jusque à peu près en 2011 ou 2012, où là j'ai dû cesser l'activité. Et donc en fait, je me retrouve en 2011-2012 pratiquement à la rue parce que j'avais créé la société n'avait plus d'activité et en même temps moi j'avais pas le droit au chômage, j'avais pas on est en France donc à partir du moment où on est indépendant, chef d'entreprise, on a le droit à rien. Et à l'époque, j'avais à peu près 42 ans, 41, 42 ans. Donc j'ai eu très 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 peur. J'imagine, ouais. Clairement, parce que j'ai commencé à rechercher du travail, mais quand on a 42 ans en France, on est un senior, donc on n'intéresse personne. Donc j'ai eu très très peur. D'autant plus que moi j'avais été chef d'entreprise, donc c'est un peu difficile de retrouver un job. Oui, après de retourner en salariat quand tu as monté 2 boîtes, j'imagine que psychologiquement ça doit pas être facile. Ouais, alors c'est pas facile soi-même, et puis globalement les gens ont des réticences à embaucher quelqu'un qui a été chef d'entreprise, parce que soit t'es chef d'entreprise. J'aurais pensé que c'était plutôt une plus-value, moi. Alors peut-être à 30 ans, mais à 42 ans, non, clairement c'est pas une plus-value. D'accord. Moi j'aurais tendance à penser que
sur le CV justement, ça fait bien quoi de montrer que t'as osé et que t'as pris des responsabilités et que, mais bon, a priori non quoi. Ouais, mais quand mets-toi à la place de l'autre entreprise qui doit te recruter, et te dit le chef, il se dit mais il va prendre ma place quoi. Donc Ah, ok, ouais. Il va pas rester bien docile voilà, à juste exactement. Donc travailler pour son lui, salaire quoi. c'est pas le gars qui va faire son travail sans avoir une vision globale. Donc ça peut être dangereux. Donc voilà. Donc en fait, je me suis retrouvé clairement, j'ai eu très très peur. Je me voyais à la rue quelques temps après, et là je me suis dit mais il faut vraiment que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent. Euh, par moi-même, quoi, sachant que j'avais pas forcément envie de continuer l'entrepreneuriat. Donc, Ouais. Parce que je suppose que t'avais fait peut-être aussi un peu le tour où tu avais été déçu si t'avais déjà eu 2 expériences dans le domaine, quoi. bah oui, enfin, comme beaucoup de gens le savent, c'est pas évident. Voilà, l'entrepreneuriat, les risques sont extrêmement importants. Tu places déjà financièrement, il faut avoir un peu d'argent pour lancer le truc, et puis après, ben voilà, c'est très risqué, quoi. Donc, si tu lances une activité, rien ne te garantit que tu vas réussir à en vivre, quoi. Tu connais les statistiques, 80% des sociétés ferment avant 5 ans. Donc voilà, donc c'est vrai que 42 ans, j'avais pas forcément envie de me remettre dans l'entrepreneuriat. Ouais, je comprends. En plus, j'avais pas forcément d'idée. Donc voilà, c'est vraiment lourd entre les salariés, les clients, etc. Et puis surtout le fait de trouver une activité qui soit rentable, c'est pas évident. Donc voilà, donc j'ai eu un coup de blues, et puis je me suis dit là, je me suis pris un peu de temps en me disant mais finalement qu'est-ce que je voudrais en fait comme type de rémunération, d'activité, etc. Et ben clairement, j'avais envie un peu comme tout le monde de pouvoir vivre sans avec un revenu passif en fait. Mhm. Et donc clairement, j'ai identifié cette notion de revenu passif avec comme condition de pas dépendre de patron, pas dépendre de l'État, pas dépendre de voilà, dépendre de rien. Et dans ce monde-là, a priori en France, le truc le plus connu, c'est l'investissement immobilier. C'est vrai. Moi, c'est celui dont j'entends parler le plus souvent. Tout à Enfin, fait. quand on parle de revenus passifs, on a de plus en plus tendance à entendre parler d'immobilier et moins de bourse. Et c'est Tout pour à- ça d'ailleurs que ton site m'a beaucoup intéressé parce que tu prouves le contraire. Alors non, par rapport à ça, j'ai pas de. Pour moi, c'est pas deux domaines qui s'opposent. Euh, Bien sûr, mais c'était plutôt dans le sens où tu prouves il n'y a pas que l'immobilier qui existe pour se créer des revenus passifs. Voilà, tout à fait. Et d'autant plus que moi, à l'époque, donc en ayant cessé mon activité, j'avais absolument aucune capacité d'emprunt. Donc je sais que toi tu fais de l'immobilier, tu as tout à fait raison quand tu es jeune, comme tu es jeune, parce que c'est un super moyen finalement je dirais ça un peu différemment que les autres, mais c'est un moyen de lever de l'argent avec l'argent des autres. Mais c'est ça, ouais. Ça, c'est souvent on va dire, le principal avantage par rapport à la bourse où tu es obligé d'investir ton propre argent. L'immobilier te permet d'investir avec l'argent de la banque. C'est vrai que c'est un avantage indéniable par rapport à la bourse, quoi. Ah, tout à fait. Et moi, c'est quelque chose que je conseille à des jeunes comme toi de commencer par l'immobilier, d'autant plus que si t'es, comment ça s'appelle, salarié, parce que justement, tu as une capacité d'emprunt qui est importante. Donc voilà. Donc moi, donc j'avais l'immobilier déjà. La problématique que j'avais, c'est que moi, j'avais aucune capacité d'emprunt. Donc clairement, je pouvais pas, étant au chômage à la rue pratiquement, euh, je voyais aucun banquier m'aurait prêté de l'argent. D'ailleurs, ce que je comprends. Et le deuxième point aussi, c'est que le côté lourdeur administrative de l'immobilier, globalement, c'était pas dans mon ADN, quoi. C'est pas mon truc. D'accord, ouais. Et je comprends parce que faut pas croire, enfin, ça, je parle pour les auditeurs qui s'y intéressent. Oui. Et peut-être certains croient que c'est facile, l'immobilier. Alors, ça a certains avantages, mais, enfin, il y a, comme tu le dis, énormément de lourdeur administrative et du temps à passer dessus.
Voilà. Et je pense qu'il y a aussi des risques de loyer, etc. Donc voilà. Donc moi, c'est pas mon domaine de prédilection. C'est vrai que les travaux, toutes ces choses-là, ça me pompe. Je sais pas. Voilà. Voilà. En plus, aujourd'hui, clairement, pour moi, l'immobilier a aussi un risque fiscal parce que ça reste une vache à lait pour l'État et ça sera, à mon avis, de plus en plus une vache à lait pour l'État parce que justement, c'est du capital qui est pas liquide et qui est un peu et donc qui permet à l'État de taxer les gens assez facilement. C'est clair. Je confirme. Donc voilà, donc je me retrouve en cette année 2011, fin 2011, vraiment à me dire mais comment je peux faire, etc. Et c'est là en fait que en lisant, je me retrouve en fait sur des sites américains qui explique que on peut vivre de la bourse, on peut vivre aujourd'hui, mais aussi pour préparer sa retraite. Et là, il y a des tonnes de ressources sur ce sujet-là, où je découvre que des millions d'Américains en fait préparent leur retraite avec la bourse et en particulier avec les dividendes, mais aussi pour certains en fait en vivent. Donc ça, tu découvres ça en 2011-2012. Ouais, en fin 2011. Et là, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Je me dis, mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. C'est un truc. Alors moi, ça cochait, pardon, toutes les cases, facilité d'investissement, en ligne sur Internet, simplicité de la chose, etc. En particulier par rapport à l'immobilier, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'ai un rendement sur mon investissement initial qui est de plus de 10% et sans aucun impôt sur le revenu. Donc voilà, et ça je découvre ça quoi en fait. D'accord, ouais. Que grâce à la bourse, intéressant. Voilà, que grâce à la bourse on peut avoir des niveaux de rendement très élevés, voire plus élevés que ce que on peut faire en immobilier, en particulier en région parisienne quoi, où les rendements sont très faibles. Donc voilà, mais toujours est-il que je me renseigne, je lis beaucoup. Alors j'ai dû lire des dizaines de livres. Je crois que pendant 6 mois j'ai fait que ça toute la journée. Mais de toute façon, moi c'est ce que je recommande à beaucoup de monde. C'est le principal. En fait, dès qu'on s'intéresse à un sujet et qu'on veut vraiment se mettre dedans, c'est avant d'agir déjà de se former, de lire énormément. Tellement d'informations sur Internet, les bouquins qu'on peut acheter. Donc, moi, c'est ce que je fais actuellement. Par exemple, sur la bourse, je lis énormément et j'ai commencé par lire ton livre sur les dividendes parce qu'il est super complet et ça permet en fait de pas faire d'erreur tout simplement. Et c'est ce que je suppose toi tu as fait en 2011 quand tu as commencé à te renseigner sur le sujet avant d'investir du capital. Tu t'es formé, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est ça? Ah oui, totalement, ouais. Après, même en me formant, j'ai fait des erreurs. Mais au moins, j'avais les outils pour savoir pourquoi je fais des erreurs et j'avais donc voilà, même en te formant, tu peux quand même aussi faire des erreurs, mais c'est pas grave, voilà. Moi, je suis entrepreneur. Tu apprends tes erreurs, je suppose, de toute façon. Ah oui, voilà. Donc, mais en tout cas, je les avais identifiées. Je savais dès que je les ai faites, j'ai pu voir pourquoi je les ai faites. Mais justement parce que je m'étais formé au préalable et puis surtout parce que j'avais les informations où je pouvais aller chercher plus d'informations pour comprendre aussi les choses. Donc oui, bon, je me suis formé pendant 6 mois, mais vraiment c'était. Et puis dans ces cas, tu rentres là-dedans, c'est une passion, quoi. Enfin, c'est hyper intéressant. Et donc voilà. Sauf que moi, j'avais quand même un problème fondamental qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que j'avais pas de capital. Donc ouais. Ça c'est le grand problème de la. T'avais aucune épargne. T'avais, je suppose, une petite épargne de précaution. Non, pratiquement rien. Ah ouais, quasiment rien. Pratiquement rien, non. Alors du coup, comment tu as fait? En fait, là, j'ai fait banco. Là, j'ai pris un énorme risque. Alors, a posteriori, je pense pas que ça soit un énorme risque, mais bon. En fait, j'ai regardé autour de moi ce que j'avais. J'avais qu'un seul truc. J'avais un appartement. Donc, j'avais investi déjà dans l'immobilier en résidence principale. Et là, est-ce qu'il était terminé de payer du coup? Tu avais encore oui, il était terminé de payer. Je crois pas, justement, t'as raison, pas 100%, mais globalement une grosse partie. Ouais. D'accord. Et là, en fait, je me suis dit, je mets tout en bourse. Je vends mon appart. D'accord. Tu fais tapis, quoi. Je fais tapis. Ok. Alors, je te cache pas que bon, c'est vrai que 6 mois de lecture m'avaient convaincu du truc, mais quand même. Ouais, tu as quand même un petit risque. Tu dis si j'investis à la veille d'une bulle et que ça explose, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, alors j'avais étudié toutes ces choses-là, donc j'étais pas trop, j'avais conscience Ouais, que tu sentais que tu maîtrisais quand même ton risque sur le sujet. bah, globalement sur le long terme, oui, t'as pas de risque. Mais néanmoins, à court terme, tu peux avoir un risque. Bien Donc, sûr. Ouais. voilà. Après, le gros avantage aussi par rapport à l'investissement dans les dividendes, comme tu l'as lu dans mon livre, c'est que globalement, c'est très décorrélé du niveau de la bourse en fait. C'est-à-dire que la bourse, enfin historiquement, la baisse des dividendes est extrêmement moins probable que Forte que elle est moins cyclique et moins, enfin comment dire, l'évolution des dividendes est plus stable déjà que la bourse. ouais, la survenance en fait des baisses de dividendes est beaucoup moins importante que celle des cours de bourse. Donc et d'ailleurs D'accord. il y a plein d'exemples de plein d'années où en fait la bourse baisse mais les dividendes augmentent. Donc voire sont maintenus ou augmentent. Donc j'étais quand même voilà, j'avais bien étudié le sujet quoi. Et c'est toutes les informations d'ailleurs que je mets dans mon livre. Mais toujours est-il que oui, donc je fais tapis comme tu dis. Et donc aujourd'hui, concrètement, pratiquement, j'ai investi 300 000 euros en bourse en 2012. Voilà. Et D'accord. aujourd'hui, je gagne à peu près 3 000 euros par mois avant impôt, mais comme j'ai pas beaucoup d'impôts, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc net d'impôt, ça te fait combien à peu près par mois? Moi, alors sur l'année, j'ai à peu près sur mes dividendes, parce que c'est sur comme j'investis essentiellement dans le PEA, j'ai pas d'impôt, donc T'as quand même l'impôt sur le revenu quand même. non, pas dans le PEA. Non, pas dans le PEA. T'as aucun impôt sur le revenu. T'as une Ah partie oui, c'est vrai, oui, d'accord, ouais, c'est ouais. exact. Donc j'ai pas d'impôt sur le revenu. Alors j'ai une partie sur la CSG, mais globalement je suis à 10%. Et sur les dividendes américains, je suis à peu près à 1 000 euros seulement d'impôt sur les D'impôt. revenus sur mes dividendes américains. Donc globalement, on va dire que ouais, je suis un petit peu à moins de 1 000 euros par mois, mais pratiquement ça, quoi. D'accord, donc on va dire aujourd'hui ton salaire mensuel, il est environ on va dire entre 2005 et 3000 euros par mois, net d'impôt. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ok, Même plus, ouais, net d'impôt, ouais, tout à fait. d'accord. Tout à fait. Mais finalement, quand on compare avec un salarié, voilà, Eh ben oui, c'est très bien. Hein. on Enfin, donne le montant qu'on gagne sans impôt, quoi. Donc, c'est moi, c'est pour ça que, enfin, je trouve ton profil et ton blog super intéressant parce que on se rend compte en fait que en apprenant certaines méthodes, en se renseignant sur la bourse et alors oui, certes avec un certain capital de départ, mais qu'on peut se constituer avec le temps, on peut se constituer un salaire que je considère très correct. Alors après, il y a certains qui ont besoin de beaucoup plus pour vivre. Moi personnellement, je trouve qu'avec 2500 euros, on peut être très heureux. Enfin, on peut subvenir à nos besoins du moins. Et je trouve ça top quoi que quelqu'un comme toi qui, alors tu me corriges si je me trompe, mais t'es pas un financier, t'as pas été banquier, t'as pas fait d'études dans les finances, tu t'es formé par toi-même. Ah ouais, mais je pense que c'est parce que je suis pas un financier Mais que justement, c'est ça qui m'intéresse vraiment chez toi, c'est que justement t'as pas ce profil banquier, financier ou conseiller en gestion de patrimoine et que tu t'es formé par toi-même et justement que t'as su comprendre comment ça marchait justement pour éviter les frais, parce que c'est ça au final, quand tu te formes toi-même, c'est tu évites de payer beaucoup de frais inutiles. ouais, enfin globalement, pour être très clair, tout le monde a toutes les capacités pour investir en bourse. Et plus je vais dans l'étude de la bourse, plus je sais que les soi-disant experts, etc., n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc d'ailleurs, de toute façon, je vais te dire un truc très simple. Les fonds d'investissement, ceux dans lesquels tout le monde est incité à investir par son banquier, son assureur, les études sont impitoyable par rapport à ça. Ces fonds d'investissement font moins bien que la bourse en général, tout simplement. Ah ouais, mais ça c'est clair. Hein. Moi, comme je te dis, en ce moment, je lis un paquet de bouquins là-dessus et c'est répété sur chaque livre. C'est que en fait, l'indice de référence, il fait mieux que chaque fonds d'investissement. Mais enfin, c'est un chiffre hallucinant du style 95% des fonds d'investissement font moins bien que leur indice de référence. Oui, non, mais il y a aucune raison d'investir avec ces gens-là. Mis à part les financer, parce qu'au final, en plus, on paye des frais assez importants.
En fait, la raison pour laquelle ils font moins bien, c'est qu'ils font comme le marché, en globalement, mais par contre, ils prennent leurs frais. Tu déduis les frais. Voilà. Donc en fait, mais il faut savoir que sur le long terme, ça peut rendre ton investissement 2 fois moins rentable que si tu faisais toi-même, quoi. Ben ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc oui, effectivement, l'avantage que j'ai, c'est justement de pas être un financier, donc de pas être dans un langage, un charabia incompréhensible. Et plus je vais, plus je sais que tout ce langage sert à masquer leur incompétence. et, C'est ça. et Ou alors justement de cacher certains frais aussi. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une certaine opacité, sur les frais quand tu commences à te renseigner un petit peu. Sur les fonds d'investissement, enfin, c'est super dur de voir combien ils te prélèvent réellement, en fait. Ah ouais, c'est clair. Et ça, moi, c'est un truc qui me rend un petit peu fou aussi dès que je commence à creuser un peu le sujet. Je me dis, en fait, quand tu fais les choses toi et que tu comprends un peu ce que tu fais avec des mots et des termes simples, tu peux économiser tellement sur les frais, en fait. Ah oui, non mais de toute façon les frais, voilà, les frais les font vivre, et puis encore une fois, tous les trucs compliqués qu'ils nous présentent, ça sert à justifier leur salaire, à faire croire qu'ils sont intelligents, mais globalement, ça n'a aucun intérêt. Et en particulier dans les dividendes, où là, il y a aucun fonds, par exemple, qui a pour objectif de t'assurer un niveau de versement de dividendes, alors que toi, en investissant intelligemment, il y a aucun problème pour le faire, et en plus en y passant, allez, je vais te dire 1 heure par mois, et c'est maximum, quoi. Ouais, c'est ça qui est le plus fou et le plus intéressant, en fait. De te dire que tu mènes une gestion passive en plus, ça prend pas de temps, et tu peux faire mieux que si tu plaçais tes sous sur un fonds d'investissement. Oui, mais avec comme contrainte, et plutôt point à prendre en compte, que c'est extrêmement difficile d'être passif. Oui, j'imagine. Contrairement à ce que tout le monde pense, quand tu dis c'est facile, tu vas y passer qu'1 heure par mois, et ben en fait moi je connais mes élèves, ils y passent plus de temps. Donc voilà, parce que il y a cette volonté de pas perdre, etc. Mais clairement, c'est extrêmement simple, mais ce qui est très compliqué, c'est justement de ne rien faire. Ça paraît paradoxal, mais c'est un des éléments clés en fait dans la réussite. C'est avoir une bonne méthode, savoir ce que l'on veut, avoir identifié ses objectifs et la manière d'y arriver, et après la respecter, mais en passant le moins de temps possible. Et contrairement à ce qu'on peut penser, eh ben c'est extrêmement difficile, parce que Ouais, mais je te crois. toujours à investir, à améliorer, etc. Et ça, c'est clairement un des trucs qui fait perdre de l'argent à beaucoup d'investisseurs. Je te crois parce que je suis dans ce cas-là aussi, et j'essaie de m'efforcer d'avoir une discipline vraiment très très rigoureuse pour ne rien faire, justement. En fait, à partir du moment où tu as passé beaucoup de temps à établir, enfin, pas assez beaucoup de temps, enfin, en tout cas, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de ressources qui simplifient les choses, mais à partir du moment où quelqu'un t'a présenté une méthode, et t'a dit pourquoi ça marche, etc., avec plein d'exemples, etc., il y a pas d'autre chose à faire que l'appliquer, quoi. D'ailleurs, toi, tu me racontais que tu as des amis aussi qui ont ce travers, justement, de vouloir faire du trading, entre guillemets. Alors que je pense qu'il se reconnaîtra dans ce podcast, parce je pense qu'il écoutera. dans le trading, clairement, moi je veux bien. Je dis pas que le trading est pas bon, hein, mais je pense que il faut passer beaucoup de temps déjà, et de manière globale, 95% des traders, selon une étude de l'AMF, perdent de l'argent en bourse. Donc moi quand on me dit ça, si tu veux, je vais pas aller voir le trading, quoi. Parce que je me pense pas forcément plus intelligent que les autres, plus fort psychologiquement, et puis que j'ai pas envie d'y passer 1 heure par jour, quoi. Donc il y a quand même des choses assez globales, comme je t'ai dit précédemment, que les fonds globalement et de manière sûre ne vous permettent pas de gagner autant que vous le feriez vous-même. Voilà, le trading de manière générale aussi ne permet pas de faire des gains pour la majorité des cas. Je partage à 100% ce que tu dis. Du coup, j'ai une question assez, c'est moi la question que je me poserais en tant qu'initié et qui découvre un petit peu qu'on peut vivre des dividendes. Comment concrètement, en fait, tu te verses un salaire, en fait, grâce aux dividendes? Comment ça se passe? C'est quoi la démarche?
simple de c'est quoi, comment tu te verses un salaire? Et ben alors concrètement, c'est vrai que c'est une question, c'est assez simple. Alors j'investis principalement dans le PEA, d'accord. D'accord. Donc comme je t'ai indiqué, alors moi mon PEA je l'ai ouvert en 2005, je crois. Donc j'ai plus de problème d'antériorité pour retirer mon argent. D'accord. Alors juste petite précision pour ceux qui ne savent pas et qui écoutent, le PEA donc c'est une enveloppe fiscale intéressante pour investir au bout de 5 ans. C'est pour ça que Bertrand donc parle du fait d'antériorité, que lui n'est plus concerné par ces 5 ans. Parce que toi tu l'as ouvert en 2008, c'est ça? De 2005 je crois, oui. 2005, ok. Oui, donc à partir du moment où on a passé le cap de 5 ans, on peut retirer de l'argent avec l'optimisation fiscale du PEA. Je précise un point par rapport à ça parce que je sais que j'ai beaucoup de questions en me disant mais oui, mais donc avant 5 ans le PEA on est bloqué, etc. Non, on n'est pas bloqué. Simplement dans le on est plus taxé. On est taxé au même niveau que le compte titre ordinaire qui est l'autre enveloppe fiscale dans laquelle vous pouvez investir. Donc même si jamais parce que ça peut arriver, tu vois, tu investis en bourse et puis je sais pas, finalement t'as décidé t'as une opportunité immobilière, et bien de toute façon tu pourras retirer ton argent. Ouais, c'est ça. C'est super important que tu le précises parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui m'en parlent et qui pensent qu'en fait c'est un truc bloqué comme un PEL ou j'en sais rien, mais qui t'interdit de toucher à cet argent, alors qu'en fait non, t'es juste plus taxé, mais taxé comme un compte titre en fait. Donc c'est pas impossible du tout. Oui, en fait, t'es pas plus taxé, t'es taxé normalement. Normalement, voilà. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, donc moi, je reçois des dividendes. Alors, on va dire globalement régulièrement. Alors en France, c'est quand même la saison des dividendes, c'est plutôt au mois de mai-juin. Mais j'ai des actions qui versent des dividendes trimestriellement, et donc une fois que j'ai l'argent sur mon compte, je vais dans mon. Tu te fais un virement classique des dividendes reçus sur ton compte bancaire, tout simplement. Et deux jours après, je l'ai sur mon compte bancaire. Alors, comme c'est ton sujet, je sais que je précise quand même que ça nécessite une petite gestion de trésorerie parce que c'est ça, c'est la question que j'allais te poser en fait. Parce que vu que c'est trimestriel, du coup, tu dois te prévoir un budget pour les 3 mois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comment te dire, alors quand je te dis trimestriel, oui, enfin globalement en France c'est plutôt annuel. Donc encore une fois, j'ai une grosse partie de mes revenus qui arrivent au mois de mai-juin. D'accord. Donc c'est-à-dire que moi je fais mon budget annuel en prenant en compte cette fréquence de versement des dividendes en fait. Donc concrètement, la première année, j'ai dû me garder une petite souplesse sur les 5-6 premiers mois pour justement ne pas prendre l'argent que j'avais pas, quoi. D'accord. Voilà, donc ça nécessite un petit peu. Mais en gros, si après moi je gère un peu activement les choses. Donc, mais en gros, si un de tes auditeurs veut ou tes auditrices veut investir, globalement, à la fin de l'année, tu as tout l'argent que tu as reçu de tes dividendes et puis tu peux les prendre l'année prochaine, l'année d'après, et donc vivre l'année d'après sur les dividendes que tu as reçus l'année précédente. D'accord. Mais c'est là tout l'intérêt de ma question par rapport à ceux qui ont justement des problèmes de gestion de budget, qui se posent la question de comment on fait avec les dividendes. Mais voilà, c'est je dois récapituler un petit peu là comment toi tu fais, c'est-à-dire que tu te fais des budgets sur 3 mois ou alors sur un an par rapport à si tu as des dividendes annuels, tu sais que c'est ton budget sur l'année, et sur tes dividendes trimestriels, tu sais que c'est ton budget sur 3 mois. En gros, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, ça nécessite un petit travail. Ça nécessite une certaine organisation, une certaine rigueur quand même sur la gestion de son budget. Oui, tout à fait. D'autant plus que moi j'ai un problème entre guillemets par rapport à d'autres gens quand je vois les sommes sur le livret A, c'est que je n'ai aucune autre épargne. D'accord. Donc en fait, mais pourquoi ? Parce que moi je cherche à maximiser mes revenus et pour moi 1 euro placé, c'est un euro qui va te rapporter chaque année et tout le temps pendant toute ta vie. D'accord. Alors là, j'ai une petite question qui m'interpelle. Parce que moi c'est ce que je prône auprès de mes clients en coaching et sur mes articles. J'insiste beaucoup sur un aspect de gestion budgétaire, c'est d'avoir toujours une épargne de précaution. J'insiste toujours sur le fait avant d'investir, d'avoir au moins 3 mois de salaire d'épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Donc moi la question que j'ai envie de te poser, c'est que si j'ai bien compris, t'as pas d'épargne de précaution.
Alors, Ou une très faible? non, je mets un petit peu d'argent de côté, mais je l'ai réinvesti en bourse quand même. D'accord. Mais alors, ça veut dire qu'en cas d'imprévu ou vraiment de gros pépins, je sais pas moi, de réparation de voiture ou enfin de travaux urgents, t'as pas de fonds du coup disponibles rapidement, tu les sors un peu en urgence de ton PEA, ça veut dire? Non, je les sortirai pas de mon PEA, je les sors un petit peu. À partir du moment où cette épargne, un petit peu d'argent de côté, je le mets de côté depuis très longtemps. Donc là, en fait, depuis 2016, j'ai Mmh. quand même, au bout du temps, voilà, je dois avoir, pour être totalement transparent, je dois avoir à peu près 10 000 euros. Je sais pas trop. Je les ai investis sur Warren Buffett, donc je sais pas trop ce que ça a donné. Je regarde pas, mais j'ai quand même, voilà. Mais au départ, j'avais rien. Ouais, effectivement. D'accord. Ouais, non, mais c'était un peu, oui, c'était rock'n'roll. Mais n'oublie pas que c'était un moyen de survie pour moi. Il y a aussi ça, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, ce que tu dis là, tu as tout à fait raison sur l'épargne de précaution. D'ailleurs, je pense que c'est pas un problème pour la plupart des gens. Le problème, c'est plutôt d'investir qui est le problème. Donc, Ouais, c'est souvent le blocage, c'est que justement les gens ils en ont trop sur la épargne de précaution et ils osent pas investir parce qu'ils ont peur des risques et tout. Et le but un peu de l'interview, c'est un peu de démystifier ça aussi. oui, Après, voilà, je préfère préciser et insister auprès de mes auditeurs et de mes lecteurs. Voilà, moi je n'aurais pas fait comme Bertrand. Je fais toujours en sorte d'investir le surplus de mon épargne de précaution pour voilà, pour en cas de pépin ou d'imprévu, être sûr, voilà, d'avoir de l'argent rapidement et pouvoir, voilà, pouvoir faire face à un imprévu, pardon. non, mais tout à fait raison, hein. C'est un critère de bonne gestion. Là, je suis pas du tout. Voilà, je trouve que tu as tout à fait raison. Simplement, encore une fois, moi, j'avais pas vraiment le choix, quoi. Il fallait que je bouge. Ouais, ouais. Donc à un moment, tu prends un maximum de risques. Bien Alors, sûr, ouais, parce que toi, t'avais décidé vraiment de te faire un salaire avec ça, donc ouais, ça peut se comprendre aussi. et puis alors, l'autre point peut-être qu'on n'a pas évoqué, c'est que globalement, j'y suis pas arrivé tout de suite. Hein, ça prend du temps. Hein. Oui, bah oui, j'imagine. Ben en fait, tu arrives à ma question suivante. C'est justement, enfin, j'allais te poser la question dans ce sens-là. C'est à partir du moment où tu l'as décidé et le moment où tu l'as atteint comme objectif de vivre de ton salaire, il y a eu combien de temps et ben par quelles étapes un peu t'es passé? Alors en fait, comme je t'avais dit, pour reprendre l'histoire, en 2012, donc j'ai fait ce constat, j'ai investi, j'ai vendu mon appart, etc. Donc ça a pris pas mal de temps quand même. D'accord, ça c'était en 2011-2012, c'est ça? Ouais, enfin là, on parle de Ok. plutôt depuis 2012 où j'ai commencé mes investissements. Mais néanmoins, là, par contre, j'avais aussi conscience que ça prendrait du temps, parce que globalement, bah, tu connais le principe, c'est le principe des intérêts composés. Donc, Mhm. plus on attend, plus le temps est long, plus ça produit d'effets. Euh, donc clairement, même si j'avais conscience que même si j'avais besoin de ça, à court terme, je pouvais pas en vivre quand même, parce qu'il y a un moment où en fait l'argent est placé et produit ses intérêts, mais si on le prend trop tôt, et ben en fait on a des niveaux qui sont pas suffisants. Et moi j'étais dans ce cas-là. D'accord, ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, je dis, et comme tu l'as lu sur mon site, que je suis passé totalement rentier en 2016. Donc voilà. Et donc entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis quand même un peu. D'abord, j'ai retrouvé un peu de pêche et bah, je me suis mis en indépendant. Et bah, j'ai fait un peu quelques missions. Et il se trouve qu'en 2014, je crois, ouais, ou 2015, je sais plus. Et ben j'ai retrouvé un poste de salarié D'accord. qui a pas duré très longtemps puisque Ouais, du coup, t'as atteint ton objectif en 2016, donc voilà. Mais globalement, oui, ce poste de salarié m'a surtout permis un truc, c'est qu'il m'a permis, une fois que j'ai été viré, parce que bien sûr j'ai été viré, de en fait d'avoir le chômage. d'accord. Donc ça, c'était parce que ça, c'était un truc que j'avais pas avant avant d'être salarié. Et oui, Et parce que t'étais entrepreneur, ouais. voilà, donc en fait, ça me manquait. La boîte, voilà, a mis fin à mon contrat et moi, j'étais très content quelque part parce que je savais où je voulais aller. J'avais décidé que euh,
j'y arriverai. Et en particulier au tout début, le fait d'avoir le chômage m'a permis de pas vivre à 100% en fait de mes dividendes, d'avoir un petit peu pendant 1 an, je crois. Ça t'a permis la transition en fait, d'avoir des revenus du chômage que tu mixes avec tes dividendes jusqu'à que tu puisses. T'as réussi à faire une sorte de transition entre la fin du chômage et un revenu de dividende à 100%, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, voilà, exactement. D'accord. Mais bon, voilà, après, une fois qu'on sait ça, et c'est tout ce qui est important à connaître et à comprendre avant d'investir, et en particulier pour savoir quand est-ce qu'on veut prendre sa retraite, si je puis dire. Ouais. Mais il faut bien avoir conscience de tout ce mécanisme, et d'ailleurs c'est des choses que j'explique à mes étudiants. Mais voilà, il faut quand même savoir que c'est une méthode en fait qui prend un peu de temps. Tu vois, Ouais, bien sûr. Bah là, toi, dans ton cas, au final, donc t'as eu ton petit électrochoc en 2011-2012, t'as commencé à vraiment t'y intéresser. Entre le moment où t'as eu ça et le moment où t'as pu atteindre ton objectif, au final, il y a eu 5 ans, quoi. C'est ça? Voilà, 5 ans. Je t'avouerai qu'aujourd'hui, j'aurais préféré avoir attendu plus longtemps parce que j'aurais encore gagné plus. Mais voilà. Mais ouais, les intérêts composés auraient fait un peu plus l'effet, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, mais à un moment, je savais que j'en avais marre. Ouais, puis aussi, t'as envie, enfin, moi je peux comprendre aussi, enfin, c'est sûr que plus t'attends, plus les intérêts composés font leur travail et tu peux gagner plus. Mais il y a un certain temps aussi où t'as envie de souffler, peut-être profiter plus de la vie et voilà, arrêter de courir après le salariat ou des choses qui te plaisent pas, quoi. C'est peut-être Ouais, ça aussi qui te saoulait, non, à l'époque? tout à fait, ouais. Alors après, il y a eu aussi un autre élément que j'évoque pas beaucoup, et je sais que c'est quelque chose que je vais évoquer de plus en plus dans mes articles. C'est que à la même époque, globalement, mon portefeuille avait bien monté, quoi. En 2016, donc. Voilà, en 2016. Okay. Parce que ça, c'est l'autre avantage de l'investissement dans les dividendes, que j'évoque pas assez parce que pour moi c'est un bénéfice collatéral, mais globalement à la fois vous réussissez à avoir des revenus, mais en plus votre patrimoine augmente, Mm-hmm. et ce de manière importante. Donc c'est quand même doublement intéressant pour soi d'ailleurs, mais aussi après pour la succession, etc., pour les enfants. Donc Mais ouais, bien sûr, parce qu'au final, t'as ton salaire qui vient des dividendes, mais en plus, t'as un capital qui, si un jour tu vends tout, tu récupères quand même une belle somme, et alors que ce soit pour toi, pour vivre sur ton capital, ou pour juste la succession, ou pour faire d'autres investissements, enfin, t'as pas que de l'argent des dividendes, enfin, ça te sert de ton salaire, mais t'as en plus tout le capital, en plus, si un jour t'as besoin, quoi. Tout à fait. Enfin, globalement, en investissant dans les dividendes, tu investis en bourse, et en investissant en bourse, tu profites de la performance de la bourse sur le long terme, hein, qui est quand même le placement parmi tous les placements historiquement et sur une longue période, le placement qui est le plus performant. Rentable. Performant. Alors je dirais pas rentable parce que c'est une autre chose, la rentabilité, mais performant. Ouais. Voilà. C'est quoi là sur l'histoire? Bon, j'ai lu plusieurs chiffres, mais tu vas peut-être me corriger. J'avais lu, c'était quoi, 8%, non, par an si on lissait depuis 100 ans, je crois, la bourse mondiale, je parle. Globalement, alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la bourse américaine, parce que c'est celle qui a la plus d'antériorité, puisqu'on parle de 1884. Quoi. Donc, on a une vision long terme sur ces choses-là. Globalement, pour faire simple, c'est un doublement du capital tous les 10 ans. Voilà. D'accord. Donc ça dépend des périodes, etc. Mais statistiquement, c'est ça. Alors ça prend pas en compte dans ce cas-là l'inflation, parce que bon, voilà, ça dépend. C'est toute la question. Bien sûr, ça dépend des périodes. Ouais. Voilà, ça dépend des périodes. Mais globalement, ça fait un taux de croissance, de performance moyenne de, on va dire, 7,5%. Dans les 10 dernières années, on a eu un taux beaucoup plus élevé, mais il faut pas partir là-dessus, quoi, tu vois. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision historique des choses. Je trouve ça très intéressant de reprendre depuis le début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, parce que dans ces cas-là, on prend en compte aussi, faut quand même voir 2 guerres mondiales, des crises tout à tire-larigot, la crise de 29, la crise des années 60. Les chocs pétroliers, le crash de 87, la monétaire, bulle Internet. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc je pense que c'est sur ces bases-là qu'il faut prendre les choses. Alors il y a des gens qui, voilà, les 10 dernières années sont un peu exceptionnelles.
Et on a été rattrapé par par la force des choses là avec la crise actuelle du coup. Ouais, enfin quand tu vois le S&P 500 qui est au même niveau que qu'au début de l'année. On a vite rattrapé, c'est vrai. Ah ouais. Alors il y a un autre élément, je pense qu'aujourd'hui, mais bon ça c'est un peu, je pense qu'aujourd'hui les banques centrales sont aussi intéressées par le niveau de la bourse, donc je pense qu'en plus le risque est de moins en moins important. Mais bon ça c'est un autre sujet. Euh, voilà, donc oui, non, mais même la crise actuelle, hein, tu vois, on est à plus 2%, donc enfin ou à moins 2%, donc voilà, et de toute façon, même si à la fin de l'année, parce que là on est au milieu d'année, même si à la fin de l'année on sera à moins 10 ou moins 15%, c'est pas grave, parce que de toute façon, quelqu'un qui investit à n'importe quel moment a 10 ans après 100% de probabilité de gain. Voilà. Ben, en fait, ça rejoint une question que je voulais te poser. J'allais te poser justement deux questions sur les crises, parce que c'est souvent en fait ce qui freine la plupart des particuliers pour investir, en se disant ben le jour où il y a une crise, je perds tout. Et je voulais un petit peu essayer de rassurer vis-à-vis de ça, parce que enfin voilà, j'avais deux questions et j'aimerais bien que tu m'y répondes de manière voilà. Bon, tu as déjà plus ou moins répondu, mais pour rassurer un petit peu les gens. Euh, Comment dire, par exemple, toi, sur ton portefeuille, quel a été l'impact de cette crise, de la crise qu'on vient de vivre? Est-ce que t'as senti une vraie baisse de ton salaire, une grosse baisse de ton capital, ou comment ça s'est passé au vu de ton portefeuille? Et ta deuxième question, c'est quoi? Et la deuxième question, c'est en gros, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur d'investir à cause des crises? D'accord. Alors, pour répondre à ta question, moi, je n'investis pas pour faire des plus-values. J'investis pour avoir mon salaire. Donc de ce côté-là, la crise actuelle n'a pas impacté mon salaire. Voilà. Donc ça c'est mon point principal. Encore une fois, parce que j'ai ma stratégie là-dessus et c'est mon objectif principal. Alors, je te cache pas néanmoins que ça a été difficile cette année. Oui. Et que vraiment alors ça a été difficile globalement parce que on a eu en France en fait une conjonction de facteurs qui se sont mis en composition tous les deux, à la fois donc une crise économique importante, donc qui a fait que beaucoup de sociétés ont été affectées, et en plus une injonction des instances politiques, si je puis dire, contre les dividendes. Et ça, c'est un truc, à la fois c'était imprévisible, c'est clair que c'était quelque chose que j'avais pas pris en compte. Dans ta stratégie de base, je suppose. Donc, il faut savoir quand même que la BCE a interdit aux banques et aux assureurs de verser des dividendes cette année. Quand même un truc, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est un niveau d'inflationnisme. Même en 2008, ça n'a pas été vu. Même en 2008, j'ai jamais eu ça. Donc, c'est vrai que on a une évolution, en tout cas en France et en Europe, vers un interventionnisme qui est dangereux, enfin pour moi dangereux et néfaste d'ailleurs. Mais ça c'est vraiment un élément nouveau que je pense que peu de personnes avaient anticipé, quoi, globalement. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi cette année sur ma partie PEA, j'ai été pas mal affecté et donc j'ai dû réagir en investissant plus aux États-Unis. Parce que d'accord, donc sur ton compte titre. Voilà, sur mon compte titre. Et là, je suis en train de plus en plus d'augmenter ma part d'investissement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, on a une situation qui est bien différente de la France. Déjà, il n'y a pas un interventionnisme aussi important. Même si la Fed a demandé pour les banques de faire attention, voilà. Mais globalement, aux États-Unis, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et au contraire, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour des raisons justement de justice sociale et de fait que, en fait, beaucoup d'Américains comptent sur les dividendes pour vivre ou pour leur retraite. Si tu veux, c'est pas le même. Pas le même raisonnement, quoi. Voilà. Et pas les mêmes décisions qui sont prises. Ouais. Voilà. Donc, aucun président américain peut dire aux sociétés américaines verse pas de dividendes, parce que ça veut dire en fait ça mettrait en danger le système de retraite américain. Ouais. Beaucoup d'Américains.
Et de ce côté-là, voilà, ça c'est vraiment une évolution qui a eu lieu. C'est une des conséquences de la crise de cette année, qui fait que moi, j'investis de plus en plus aux États-Unis. La méthode n'a pas changé. Je veux dire, parce que la méthode, elle s'appuie toujours sur sur les versements de dividendes, mais néanmoins, l'univers d'investissement, pour moi, a changé, plus particulièrement en investissant aux États-Unis. Où là, je trouve que à la fois on a beaucoup plus d'actions, on a plus de sociétés qui sont vraiment à l'écoute des investisseurs, et en particulier en termes de versement de dividendes, pour lesquels il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion. C'est un point important de la richesse américaine, quoi, et des Américains. D'accord. Donc voilà, donc pour répondre à ta question sur ce point-là, donc à partir du moment où j'avais ma méthode, et c'est ça où c'est important justement de savoir que faire en cas de baisse des dividendes et quelles sont les alternatives, parce qu'il y a toujours des alternatives. Eh bien, à partir du moment où j'avais conscience de ces alternatives et qu'en même temps j'avais très clairement identifié mes objectifs, eh bien, j'ai pu passer cette crise 2020 difficile. Voilà. Je te cache pas que ça a nécessité quelques ajustements, mais globalement, heureusement, encore une fois, le versement des dividendes dans beaucoup de pays, c'est quand même une condition en fait pour les sociétés, pour avoir des investisseurs. D'accord. Ouais. Après sur la partie plus-value, clairement, je suis en moins-value cette année. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas grave. Globalement, voilà, en milieu d'année, je suis à moins 30%, alors que le CAC 40 fait moins 20%. Ça fait partie des choses. Chaque année, moi, j'ai une différence par rapport au marché en termes de performance boursière. Il y a des années en 2000. Ouais, des années où tu vas faire plus et d'autres moins. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je fais moins 30%, j'ai fait moins 20%. En 2015, 2016, je sais plus, j'ai fait plus 40% quand le marché a fait plus 5%. Donc voilà. Ça fait partie des aléas et des choses qu'il faut prendre en compte, mais que j'ai intégré. Et à partir du moment où ça ne me préoccupe pas, eh bien, ça ne me crée pas de douleur psychologique particulière. Bah super. Réponse très complète, Bertrand, merci. Je t'en prie. Sachant que quand même, au global, par rapport à mon investissement initial, je suis toujours en plus-value, donc c'est quand même... Oui, bah ouais. Bah, j'imagine, comme tu disais tout à l'heure, hein, le fait d'investir, enfin, que statistiquement, peut-être en 10 ans, malgré les crises, tu resteras positif. Et vu que tu as commencé à investir en 2011, c'est ça? 2012, oui. Parce que, une autre petite question, c'est avant ton déclic et ce qui s'est passé en 2011, est-ce que tu avais commencé un petit peu à investir, peut-être plus faiblement sur le PEA, ou est-ce que t'avais juste pris date à l'époque? Je me suis toujours un peu intéressé aux investissements, à l'investissement en bourse, mais comme la plupart des gens, j'ai acheté sur un coup de tête, sur un article de journal, ouais, c'est une bonne boîte, machin, etc. D'accord. Je savais pas pourquoi j'achetais. Conseil d'analyste. Ouais, voilà, donc je suivais un analyste, machin. Je faisais n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce que j'appelle faire n'importe quoi, c'est-à-dire ne pas avoir d'objectif, ni de stratégie, ni de règles, etc. Donc je sais plus, mais globalement au final, comme tout le monde, je perdais un petit peu, je gagnais un petit peu, enfin je sais pas, mais c'était juste anecdotique, et justement j'attendais peut-être aussi, j'avais ouvert ce PEA, mais j'avais pas de méthode et de règles et d'objectifs, donc ça c'est le principal risque qu'on a en investissant en bourse, de savoir vraiment ce qu'on veut et comment le mettre en œuvre. Ouais, surtout quelle stratégie mettre en œuvre pour y arriver. Voilà, ouais. Après, moi, j'ai jamais dit que la stratégie d'investissement dans les dividendes c'était la meilleure, que c'était super, que y a pas d'autres, etc. Voilà. Moi, quelqu'un qui veut faire des plus-values de manière sûre, régulière, etc. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres choses. En particulier, il y a les ETF qui ont d'autres objectifs qui sont très bien, mais en tout cas. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Moi, j'investis pour me générer un salaire. J'investis pas pour faire des plus-values. Mais si on va investir pour faire des plus-values, je vais pas dire que c'est la meilleure solution d'investir dans les dividendes. Mais justement, j'allais te poser une question exactement en rapport, parce que voilà, une des méthodes un peu tendance, hein, si je puis dire, mais qui se répand de plus en plus, c'est justement l'investissement long terme sur les ETF. Et qui, comme tu dis, peut être super intéressant pour faire de la plus-value et profiter des intérêts composés. Après, c'est, comme tu dis, ça dépend des stratégies. C'est-à-dire que si ta stratégie
et d'avoir une rente et de te faire un salaire. Les ETF, c'est pas forcément le meilleur moyen parce que les dividendes sont souvent capitalisés et puis, comme tu le dis très justement dans un article de ton blog, il y a très peu de visibilité sur les dividendes des ETF. Alors, je vais te laisser me confirmer et me détailler un peu plus parce que je pense que tu as plus creusé la chose. Mais si on veut investir avec un objectif de rente et de dividendes, les ETF, c'est pas la bonne solution, non? Pas la meilleure, du moins. Ah ouais, clairement. Encore une fois, j'ai rien contre les ETF, c'est dans une autre stratégie. Clairement, moi, dans ma méthode, ce que je veux, c'est avoir une visibilité en fait sur le versement des dividendes. Et donc c'est ce que j'apprends dans mes formations en particulier. Mais dans un ETF, faut savoir que l'ETF c'est un fonds d'investissement quelque part. Alors avec des frais réduits, etc. et basé sur des critères automatiques d'indices, etc. Mais globalement, on n'a aucune visibilité sur le versement des dividendes. En plus, les ETF, en général, c'est quoi? C'est 50 actions, donc c'est énorme. Donc, il faut faire des calculs dans tous les sens. Et puis, en plus, toutes les actions qui composent l'ETF ne versent pas forcément des dividendes. Donc, c'est juste ça va être au prorata de... Il y a des ETF qui sont ETF dividendes, soi-disant. Mais, mais quand tu regardes l'historique, tu t'aperçois que, en fait, tu reproduis pas ce que la performance des actions en termes de versement de dividendes pour x y raisons. D'ailleurs, j'ai pas vraiment identifié les raisons pour lesquelles si tu prends par exemple le TF CAC 40 qui distribue les dividendes du CAC 40, et ben tu t'apercevras que contrairement à ce que au fait que les sociétés françaises aient versé plus de dividendes une année X, eh bien l'ETF va pas forcément reverser c'est pareil, ouais. Important. Je sais pas. Alors ça, c'est une vraie question. Je sais pas pourquoi. Je t'avouerai que j'ai pas vraiment investigué. Mais globalement, investir dans les dividendes, c'est investir soi-même. Il y a suffisamment de belles actions, voilà, pour ne pas choisir les ETF. En fait, choisir. En fait, les gens qui veulent choisir des ETF, c'est en fait pour éviter d'avoir à choisir eux-mêmes. C'est ça, c'est moi le gros avantage que je trouve justement dans les ETF, c'est que au lieu de choisir, on achète tout et on sait que on va suivre l'indice du marché et que sur le très long terme, le marché monte. Donc si on investit dans une logique de long terme, on prend peu de risques avec un ETF. Tout à fait. Et si tu investis dans une logique de valorisation du capital. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça l'important à comprendre en fait. Mais dans les dividendes, l'ETF, c'est une excuse en fait pour pas faire son travail correctement ou en tout cas pour pas prendre ses risques et pas faire et pas pouvoir anticiper les choses. Donc c'est un mauvais placement pour les dividendes, mais pour le reste, je suis tout à fait. C'est un très bon placement. Ouais. Mais du coup, moi, c'est un autre sujet moi qui m'intéresse beaucoup, les ETF. Je développe je me forme beaucoup sur le sujet et je ferai un podcast d'ailleurs spécifique aux ETF. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Bertrand, sur le fait que si l'objectif est de se faire une rente et vraiment de vivre de ça, investir dans un ETF à dividende ou même un ETF monde, c'est pas forcément en adéquation avec cet objectif. Parce que, comme on vient de le dire, on a peu de visibilité, on sait pas combien on va avoir, on sait pas quand, et on sait pas combien surtout. Donc voilà, c'est très intéressant pour un objectif de plus-value long terme, mais pas pour de la rente. Ouais, tout à fait. Après, voilà, si tes auditeurs veulent investir dans les dividendes, il y a quand même le truc le plus simple, c'est de commencer à acheter une action à dividende. Ça, c'est voilà, tu vois comment ça marche, tu vois que t'as l'argent, tu sais que combien tu vas recevoir, parce que tu regardes un peu les communiqués des sociétés, et donc c'est extrêmement simple et c'est beaucoup plus transparent, quoi. Ouais, oui, c'est beaucoup plus transparent. Puis aussi, un autre truc dont on n'a pas parlé, enfin, on a peut-être parlé, mais ce qui est intéressant avec quand même le dividende, ce qui est important de préciser, c'est que donc toi, ton objectif, c'est donc du coup c'est d'en vivre et tu te verses ta rente, mais c'est aussi possible de réinvestir ces dividendes pour profiter des intérêts composés. Donc je suppose que tu as fait de 2011 à 2015, si je me trompe pas. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc voilà, c'est quand même important aussi de voir le dividende qu'on peut l'utiliser de deux façons.
Tout à fait. Et si tu l'utilises en le réinvestissant, comme j'ai expliqué dans mon livre, globalement, ça va expliquer 50% de la performance de ton portefeuille. Donc, en gros, Exact. ça va apporter 50% de la performance d'un portefeuille boursier. De manière générale, hein, attention, il faut pas dire que les actions qui versent pas de dividendes sont pas performantes, mais c'est un autre Bien sujet. sûr, ouais. Mais globalement, parce que c'est quand même, il faut avoir des chiffres globaux. Effectivement, le réinvestissement des dividendes, c'est ce que j'ai expliqué et c'est ce que j'ai fait pendant les 4 années où j'ai pas vécu de ma rente de dividendes. Eh bien, a un effet. Il faut les réinvestir pour justement augmenter cette rente et augmenter aussi la valeur de son patrimoine. J'ai 2 petites dernières questions pour terminer l'interview. Là aujourd'hui, si tu devrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans les actions à dividendes, mais qui ne sait pas par où commencer ou quelle action choisir, quel conseil tu donnerais? Très simplement, déjà le premier truc, c'est que ouvrir un compte de courtier, c'est assez simple. Voir un PEA pour prendre date, et puis pourquoi pas mettre 1 000 € et acheter une action n'importe laquelle à Pour dividende. comprendre comment ça marche. Voilà, voir comment ça marche. Oui, c'est pas grave, sur 1 000 €, allez. De toute façon, les actions à dividendes du CAC 40, il y en a plus beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Bon, après, il faut un peu sélectionner, mais au moins, si on perd 20%, on va perdre 200 €, donc c'est pas grave. Mais ça permettra surtout de comprendre comment ça marche, le versement de dividendes, quand ça arrive, entre le moment où c'est versé, etc. Après, voilà, concrètement, si quelqu'un veut commencer avec une action, je vous invite à commencer avec l'action Total, qui a le gros avantage, c'est d'avoir un dividende trimestriel. Donc, vous voyez votre argent qui tombe tous les trimestres. Donc, c'est plus sympa que après, il y a... Et puis moi, je te rejoins sur le conseil que tu donnes parce que, enfin, ce que j'ai remarqué pour mon cas, hein, c'est souvent dès qu'on met du vrai argent, entre guillemets, et qu'on va vraiment s'intéresser à la chose aussi, et qu'on va creuser après plus, parce que si on met sur un compte, on va dire, virtuel, ou qu'on lit et qu'on met rien, au final, après, on va laisser tomber, on va mettre de côté, on va jamais le faire. Tandis que si on fait vraiment l'action de mettre 500 ou 1 000 € pour démarrer, eh ben, on va vraiment regarder comment ça marche, on va s'intéresser plus, et c'est ensuite qu'on va développer. On va certainement aussi plus se former, donc prendre peut-être des formations que tu proposes pour en savoir plus, et après pour creuser plus le sujet, quoi. Oui, et puis en fait, oui, c'est pour ça que j'ai pas dit au départ, voilà, formez-vous. Même si c'est peut-être la deuxième étape que je vais proposer. C'est ça. Moi, j'aurais commencé par ça, enfin en deuxième étape ou en première, mais formez-vous, ouais, c'est clair. Et c'est pour ça, non, mais voilà, je veux être pratico-pratique pour les gens. Je trouve que c'est pas mal de commencer par tester, parce que après, en fait aussi, le fait quand on a mis vraiment les mains dans le cambouis, c'est que on a plein de questions qui arrivent. Donc en fait, après, si tu te formes, la formation va avoir d'autant plus de valeur et d'autant plus d'impact sur toi. Parce que le fait d'avoir fait les choses fait que quand je vais évoquer dans mes formations un sujet, ça peut paraître un peu théorique quand on n'a pas commencé à mettre la main dans le cambouis, mais quand on l'a vu, on sait ce que ça veut dire, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dirais que peut-être au départ, voilà, simplement ouvrir un compte, après mettre 1 000 €, et puis se former en parallèle, voilà. Mais c'est important de je pense, voilà, être concret, parce que je pense que les formations sont les plus efficaces justement quand elles sont dans le concret, et qu'elles permettent de répondre à des questions concrètes qu'on a eues et qu'on a quand on cherche son argent, quoi. Je précise aussi un petit détail, hein, pour les auditeurs, que les conseils donnés, voilà, c'est pas des recommandations d'investissement. Enfin voilà, Bertrand est indépendant, et c'est pas une recommandation d'investissement, c'est voilà des conseils, et également investissez que ce que peut vous permettre de perdre, surtout quand vous démarrez. Oui, tout à fait. C'est important à préciser. Ouais, enfin oui, mais vous perdrez pas. Voilà ce que je veux dire. Il faut ça, c'est un peu les conseils AMF, etc. Mais globalement, sur le long terme, vous perdrez pas. Au contraire, vous gagnerez de l'argent. Ouais. Et du coup, pour terminer l'interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes actualités sur ton blog ou sur les services que tu proposes, que ce soit en termes de formation ou autre? Mes actualités. Alors moi, oui, j'avais peut-être pas évoqué précédemment, mais c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, donc ça me prend
pas mal de temps. Donc mes actualités, c'est continuer à faire apporter de la valeur ajoutée aux personnes, donc soit par YouTube, soit par mes articles. Mais c'est aussi moi je fais régulièrement des mises à jour de mes formations, et en particulier ma grosse formation qui s'appelle Devenir rentier. Sur cette année là, j'ai fait une grosse mise à jour. Je suis en train de faire une grosse mise à jour sur cette formation, en justement augmentant l'univers d'investissement, et en particulier en apprenant bien comment investir aux États-Unis. Donc voilà Donc une formation qui est mise à jour suite à la crise, quoi. Oui, de toute façon, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà prévu de le faire, mais déjà. Et puis ça t'a confirmé. encore confirmé, etc. Donc voilà. Après, sur mon site, oui, donc j'ai des formations. J'ai une formation sur Devenir rentier. J'ai une formation aussi assez complète sur investir aux États-Unis. Et j'ai aussi des outils. Par exemple, j'ai un screener de dividendes qui vous permet d'identifier 300 actions à dividendes dans le monde. J'ai un logiciel aussi qui permet de gérer ses comptes boursiers, parce que ça c'est une problématique justement, voilà, que on s'aperçoit quand on investit concrètement. En fait, pour suivre, autant les courtiers c'est bien, mais en fait dans les courtiers il n'y a pas beaucoup d'outils de suivi en fait de son portefeuille. Et comme j'en trouvais pas sur le marché, j'ai créé le mien. Donc voilà, j'ai aussi un logiciel qui s'appelle Easy Portfolio qui permet de gérer son portefeuille, de le suivre, etc., de comparer par rapport à des indices, etc. Donc voilà tout ce qu'on peut trouver. Et voilà, après j'ai d'autres projets, j'en ai plein dans la tête. Ce qui me manque pas les projets, c'est plutôt le temps, parce que il y a aussi un fait que moi je travaille sur mes projets, sur tout ça, je travaille à peu près que 4 jours par semaine, parce qu'il y a un jour où je m'occupe de ma petite fille. Donc voilà, il y a aussi ça qui un peu qui rentre en compte, ouais. Mais bon, voilà, c'est passionnant, j'adore ce que je fais. J'ai surtout envie de dire aux gens que la bourse c'est pas compliqué. J'ai vraiment envie que les gens en profitent et qu'ils découvrent qu'on peut gagner de l'argent assez facilement, sans y passer trop de temps. La seule condition, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut et d'avoir une méthode. Voilà, si je puis dire. Mais écoute, Bertrand, merci énormément, merci infiniment pour tout. Moi, pour conclure, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller sur le site de Bertrand, donc qui s'appelle revenus-et-dividendes.com. Je peux vous assurer que vous trouverez rien de mieux sur Internet francophone sur le sujet. J'en ai fait un paquet de recherches et je peux vous dire que ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Il y a vraiment tout sur son site, il explique tout super bien. Ses formations sont super complètes. Et si vous avez la flemme de naviguer, je vous invite à acheter son livre, Revenus et dividendes. Vous le trouverez au format, c'est Kindle, c'est ça? Je sais plus si tu le fais en format imprimé. Tu le fais que sur Kindle? Papier sur Amazon, ça s'appelle Gagner en bourse grâce aux dividendes. Donc, il y a une introduction à la méthode et à l'investissement. Et voilà. Personnellement, je l'ai dévoré en 2 jours et j'ai appris énormément. Et voilà, ça peut être un bon démarrage, avoir un petit bouquin entre les mains qui vous explique les bases des revenus à dividendes, et vous apprendrez énormément de choses. En tout cas, merci Thomas aussi de ton podcast merci à toi d'avoir accepté. Et vraiment ton site est très utile, surtout en France là, pour justement gérer son budget, et en particulier aussi, donc là tu as parlé de l'épargne, mais c'est un point important pour augmenter en fait son patrimoine, parce que tout le monde mérite d'être riche. Écoute Bertrand, merci infiniment encore. Et puis voilà, comme je le répète, allez voir son site revenus-et-dividendes.com et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.